Bonjour Graffiti Cinéma, je pose ma part de 4 fromages et j'accueille Jujule. Bonjour. Et Gabin. Bonjour. Pour parler quelques instants du film que nous venons de voir qui s'intitule Les Tortues Ninja. Alors les gars, est-ce que ça vous a plu? Oui. Jules, tu peux nous raconter un petit peu l'histoire? Oui. Il y a une mouche qui veut détruire New York et mettre tous les habitants en mutants. En même temps, il y a les Tortues Ninja et tous les humains croient que c'est des méchants, mais pas du tout. Alors, tu conseilles ce film, Gabin? 6 ans. À partir de 6 ans. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'animation? Elle est un peu spéciale. Ouais. Le film est très rigolo, pas long. Et voilà. D'accord, ça donne envie de manger des pizzas? Des pizzas à la pepperoni. Merci les gars, au revoir. Bouillakacha. Non, Kawabunga. Allez. À tous les moldus, écoutez Graffiti Cinéma. Hé, c'est quoi le texte? Comment on dit déjà? J'ai oublié. Où est-ce que vous voulez en venir? Laisse tomber. Graffiti Cinéma. Graffiti Cinéma. La semaine dernière, un nouveau thème s'est ouvert avec un homme qui a résisté aux sirènes d'Hollywood avec 103 $ sur son compte en banque. Et cet homme, c'est Sylvester Stallone. Un numéro est passé la semaine dernière à évoquer cette vie si emblématique du rêve américain, lui qui en est devenu une de ses plus fameuses incarnations. Cette semaine, nous nous demandons si les plus grands films de Sly, l'homme qui a essayé de tout tourner, ne sont pas à chercher loin des lumières. En somme, ces chefs-d'œuvre plus poignants ne sont-ils pas aussi ses plus méconnus? Graffiti Cinéma, c'est un thème par semaine décliné en 3 parties et un regard sur l'actualité. Après les aventures de Sylvester Stallone aujourd'hui, vous découvrirez en fin d'émission notre regard sur un des grands films de l'été, un grand mégalodon, un mot très très trouble. Nicolas, bonjour, tu es l'homme qui imite Stallone mieux que personne dans ton quartier. Donc tout d'abord. Ouais. Nicolas de notre autre Nicolas est toujours avec nous et il est toujours pas jardinier. Thomas le roi des geeks est avec nous, il a le droit de pas mal de trucs. Oui, c'est vrai. Et Juliette a ramené le quiz cette semaine et sera notre Adrien. Ah mais je t'avais pas demandé de le faire. Ouais, j'avais envie, c'était pour montrer le voix grâce. Et je vous souhaite donc la bienvenue dans ce numéro de Graffiti Cinéma, le 2e de la saison. And the winner is Rocky Irwin Winkler and Robert Chardo. Alors après cet extrait, la question du pourquoi est très importante. Pourquoi cette émission? Pourquoi ce thème? Pourquoi ce sujet? Parce que c'est vrai que Stallone est devenu tellement emblématique, on le disait la semaine dernière en parlant de Rocky et de Rambo, parce qu'évidemment ce sont deux piliers, les deux piliers, il n'y en a pas un troisième de sa carrière. Souvent, quand on analyse et quand on essaye d'avoir une perspective sur la carrière de Stallone, on se projette forcément dans les rôles les moins exposés qu'il a eu et on aime bien aller chercher ses raretés. En tout cas, nous, avec notre côté persifleur, c'est ce qu'on a voulu faire, c'est ce qu'on veut faire dans le 2e numéro, c'est aller justement chercher les films où il a en permanence testé d'autres choses. Parce que s'il y a quelque chose qui est, en tout cas, un point qui est vraiment essentiel dans la carrière de Stallone, c'est que c'est quelqu'un qui est très régulièrement sorti de cette fameuse zone de confort qui est théorisée et qui a très souvent cherché à étendre sa palette et à étendre, en tout cas, en tant que réalisateur, en tant qu'acteur et en tant que producteur, à découvrir d'autres registres. Et dans cette toute première partie, donc dans cette émission, cette première partie, le premier angle qu'on voulait avoir et mettre en avant, c'est le besoin de Stallone d'obtenir une consécration et une légitimité en tant que comédien, en tant que réalisateur, en tant que scénariste. Il l'a assez rapidement, puisqu'en 76, on le disait avec Rocky, il a l'Oscar du meilleur scénario, mais il a tout le temps cherché en tant que réalisateur et en tant que comédien cette fameuse consécration qu'il obtient finalement assez tard, puisqu'on rappelle que le premier prix, et peut-être le seul qu'il aura dans sa carrière en tant que de comédien, c'est ce fameux Golden Globes pour Creed, donc le tout premier de la saga qui continue en Rocky, perpétuant Rocky, en tant que second rôle. Donc il a évidemment depuis été corrigé de ses frustrations, mais ces tentatives, on peut les résumer dans plusieurs périodes très très riches de Stallone, puisque après le premier Rocky, il en a ras-le-bol. Clairement, il fait une coupure de quasiment 3 ans. Stallone, parce que on lui rabâche en permanence Rocky. Évidemment, on connaît le côté Star System
sans les réseaux sociaux à Hollywood, et évidemment en permanence Stallone nous fait sur les plateaux, on lui demande de faire Rocky. Moi je vous conseille d'ailleurs sur YouTube de chercher les archives de Stallone dans les années 70 à la télé. On vous demande systématiquement, faites-nous du Rocky. C'est quand même incroyablement gênant pour un comédien. Il le fait de bon cœur parce que lui il est content d'être là. Après Rocky, il est toujours dans cette forme de rêve éveillé d'avoir participé à Hollywood, mais il veut perpétuer, il veut continuer à faire des projets. Et c'est pour ça que très rapidement, Stallone va se lancer dans des projets plutôt moins rares, en tout cas plus ou moins risqués. Et le premier qu'on peut évoquer, justement, en prolongation de Rocky, avant la saga Rambo, avant justement cet immense succès qui va avoir une sorte d'acmé dans l'année 1985, où vous avez Rocky 4 et Rambo 2 qui sortent la même année. C'est vous dire à quel point il est devenu la star du box-office américain et mondial. C'est que voilà, vous avez parfois 2 Stallone la même année qui sortaient. Imaginez un peu, c'est qu'en France, on avait l'équivalent dans les années 80, c'était Belmondo, on avait notre Belmondo tous les ans qui sortait. Quoi qu'il fasse, s'il fallait aller voir Belmondo, Stallone c'est devenu l'équivalent, mais au niveau mondial. Donc c'était vraiment quelque chose en tout cas qui lui échappait. Stallone, on le disait, c'est pas une grosse bête. Évidemment, il a été singé comme ça dans les guignols de l'info, on le disait la semaine dernière. Mais lui, très rapidement, il comprend que ses personnages sont en train de lui échapper. Il le dit lui-même, il a des phrases assez marquantes dans les interviews. Il devient un jouet. Donc, il se lance dans un projet. Il y en a un premier qui est très intéressant, qui est un film de Norman Jewison, qui s'appelle Fist, et je vous propose un premier extrait. His name was Johnny Kovac. He was born in Central Europe. He grew up in the slums of Cleveland, and he learned how to fight for his own survival and for the working men he loved. Alors, nous sommes en 1978. Fist est un film de Norman Jewison. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ce film-là? Il est très intéressant. Si on connaît bien l'histoire des États-Unis, évidemment, je vais pas vous faire un cours d'1 heure là-dessus parce que ce serait assez pénible. On est à Cleveland, on est dans les années 30, et en fait, ce film raconte clairement en filigrane la carrière de Jimmy Hoffa. Et Jimmy Hoffa, c'était le boss, le patron du syndicat des camionneurs aux États-Unis. Et ce syndicat si on prend à l'image de la France, un syndicat qui est aujourd'hui, on sait qu'ils ont un pouvoir évidemment de nuisance assez important quand ils combattent des lois des gouvernements quels qu'ils soient. Aux États-Unis, un syndicat, c'est très puissant, surtout dans les années 30 et surtout celui des camionneurs qui est le plus puissant des États-Unis. Et Jimmy Hoffa est devenu un personnage qui a notamment été réutilisé dans les derniers films, notamment The Irishman de Martin Scorsese. On le voit, il pouvait bloquer le pays tout entier. Donc, Fist raconte en filigrane, s'inspire évidemment de ce personnage-là, que va incarner Sylvester Stallone, et il raconte les débuts de ces mecs-là dans les années 30 et leur gloire. Donc on a un film clairement très hollywoodien dans le sens où vous avez une arche, en tout cas un arc de réussite et de gloire et de chute. Et Stallone vient ici, mais il prend un risque énorme, c'est que là, il doit tout donner en termes de comédie. C'est un rôle qui est très exposé en termes de jeu d'acteur. Il montre en tout cas un des premiers écueils de la carrière de Stallone, puisque ce film, d'un point de vue critique et d'un point de vue public, ne sera pas un succès. Il va énormément freiner Stallone dès la fin des années 70 dans la recherche de ces projets-là. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il en dit long sur la capacité de Stallone à aller déjà chercher cette légitimité, mais aussi prendre un risque énorme par rapport à Rocky. Puis il va chercher Norman Jewison, qui est pas... Norman Jewison. C'est pas la moitié c'est pas la moitié d'un réalisateur. Donc, du coup, on sent que ce besoin de légitimité, il va le chercher là. Oui. Il se dit, je vais aller voir des gens qui, de façon critique, sont reconnus. Parce que moi, j'ai effectivement signé le scénario de Rocky, mais je me considère presque plus comme un acteur que comme un auteur. Donc, il faut que je fasse mes preuves. Et effectivement, un truc comme ça, surtout que bon, le destin de Jimmy Hoffa est assez nébuleux. Bon, sans faire de spoiler, il est exécuté par la mafia, mais on n'a jamais découvert réellement ce qui s'était passé. Chaque film où Jimmy Hoffa est présent a il y a Nicholson qui l'interprète aussi après en 92. On sent que là on va pas lancer la tarte à la crème, mais à un moment elle va arriver, cette tarte à la crème, c'est le ciao pantin. C'est l'idée que en France, bah, évidemment c'est typiquement français ça, c'est l'idée d'un acteur de changer totalement de registre et d'essayer de se trouver quelque chose où il sera reconnu par ses pairs en tant qu'acteur dramatique.
Et il le fait plusieurs fois dans sa carrière, ça. Et ça, c'est important de le rappeler parce que souvent, quand on parle de Stallone aujourd'hui, y compris pour des gens de notre génération, on dit, ouais, il a toujours fait la même chose, etc. Et ça, c'est une erreur de le voir parce que, évidemment, dans les films exposés, si on prend que ceux-là, on va considérer qu'il a toujours fait les muscles, les films d'action. Mais c'est ce qui a tout le temps marché. Il a quand même essayé énormément de choses et produit également des films qui n'auraient pas été tournés sans sa présence. Et aller se rechercher Norman Jewison pour ça, c'est quand même un réalisateur culte des années 70, hein, Norman Jewison. Alors, un de ses plus grands films, on peut le dire, c'est Rollerball, par exemple. Vous aviez aussi l'affaire Thomas Crown. Oui, Thomas Crown. Donc voilà, des grands, très très grands films classiques. Mais pourquoi je parle de l'affaire Thomas Crown avec Norman Jewison, c'est que dans l'affaire Thomas Crown, vous avez Steve McQueen, qui lui très rapidement, peut-être plus rapidement que Stallone, a compris les limites de son jeu d'acteur et a très rapidement réussi à passer entre les gouttes, et les mailles du filet pour arriver à développer son charisme sans être dans le surjeu. Stallone, il va le comprendre plus tard, et notamment dans Nighthawks qu'on va évoquer dans la deuxième partie, mais dans Norman Jewison, le film de Norman Jewison, on voit qu'il en fait des tonnes, parce que c'est le personnage de Jimmy Hoffa, il faut le jouer comme ça, on peut pas le jouer en sous-jeu, mais ça marche pas du tout avec ce qu'il montrait justement, qu'il avait adapté le sous-jeu qu'il faisait dans Rocky. Quand on regarde en VO Rocky, et même Stallone le théorise, le montre très très bien, le Rocky de Stallone, la voix qu'il crée, elle est très différente de celle de Stallone, il n'y a pas d'aigu, il n'y a pas de grave, il l'articule très très peu, il a créé vraiment un phrasé pour Rocky, il a eu un travail d'acteur et un travail sur sa voix assez important. Là, pour le coup, il est beaucoup moins efficient dans ce film de Jewison. Évidemment, ça se casse la tronche. Pourtant, le film aujourd'hui, c'est pas du tout un mauvais film, hein, on peut le voir aujourd'hui. Et on le conseille, on le recommande, même s'il est très peu diffusé, encore une fois, dans nos cinés et sur nos chaînes de télé, parce qu'il est directement confronté à cette opposition frontale avec, évidemment, le Rocky que tout le monde voulait, le Rocky 2 que tout le monde voulait, et qui va sortir l'année d'après, en 79. Juste après cet échec-là, on voit que Stallone revient très rapidement à la casserole que le public voulait. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu un des premiers écueils dans cette recherche de légitimité. Et on développe ça tout de suite dans une deuxième partie, puisqu'il y a évidemment d'autres projets où Stallone va réadapter, puisque ça a toujours été un des grands succès de sa carrière, l'adaptation aux échecs pour arriver à en tirer quelque chose de bon. Et le polar, c'est directement, on le disait dans la première partie, l'adaptation, finalement, la réaction de Stallone à cet échec de Norman Jewison. Alors, c'est important ce film-là parce que le fait qu'il n'ait pas marché, on voit que ça a une répercussion tout de suite au niveau dans la vie de Stallone et dans sa carrière.
déjà il revient à Rocky 2 en 79, mais aussi dans les années 80. Et là, c'est très important, Thomas. Il va faire un film qui est très 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 intéressant et qui vient vraiment être le miroir de ce qu'il a fait dans Fist avec Jay Wilson. Il va tourner Nighthawks en 81, Les Faucons de la nuit en français, qui est un film très intéressant. Alors, à plusieurs titres, ce film de Bryce Malmuth, alors en plus, ce réalisateur d'avoir un nom assez ridicule, c'est un sauveur, parce que ce film-là, Les Faucons de la nuit, il était destiné quasiment à se casser la tronche. Stallone revient un peu à la série B, et il a un casting impressionnant pour ce film-là. On va le mettre en perspective, parce que forcément, en 2023, c'est compliqué de comprendre les grands têtes de gondole, en plus de Stallone qu'il va y avoir, donc évidemment Stallone, Roger Hauer, donc le méchant néerlandais qu'évidemment, on va connaître par Ben Roder qui tourne en 82. Mais Roger Hauer, c'est son premier film hollywoodien, donc cet acteur évidemment culte, qui est devenu vraiment important pour énormément de cinéphiles. C'est son premier rôle aux États-Unis. Il est absolument terrifiant dans le rôle d'un terroriste, Wolfgar, qui va mener des actions en Grande-Bretagne et menace de s'en prendre à New York, où Stallone, qui incarne Dicky Da Silva, est un flic de l'ombre. Donc on retrouve le côté, je dirais, légaliste, bon côté de la loi, de ce qu'était Rocky, au tout fait en tout début. Le mec qui est dans la zone de gris, qui va s'habiller, qui va se déguiser pour aller chercher des malfrats dans Central Park. C'est le New York qui est devenu l'image de Gotham pour Batman, le New York malfamé, avant vraiment que les quartiers soient apaisés. C'est vraiment ce New York-là qui était terrifiant pour beaucoup de personnes qui y habitaient, et qui est devenu évidemment très important pour le cinéma là. Eh bien, il joue un flic ici, qui va devoir combattre un terroriste acharné. Et ce film-là, il est important. Vous avez Billy Dee Williams, qui sort donc de l'Empire contre-attaque. Oui. Donc voilà, Lando Calrissian. Et vous avez également Lindsay Wagner. Alors là, sur le coup, ça ne dit pas grand-chose, mais c'est Super Jamie. Et Thomas, on peut en parler? C'est étonnant, oui, parce que en plus, surtout dans le film, elle est, on va dire, sous-utilisée dans l'enchaînement des séquences. On la voit que pour présenter finalement la relation qu'elle a avec ce flic, dont on devine qu'ils sont mariés, mais ils sont séparés. Donc évidemment parce que Stallone est flic et que la vie d'un conjoint de flic c'est pas des plus heureux tout le temps. Donc on comprend que elle s'écarte et on ne la voit plus dans tout le film. Sauf dans le final pour effectivement retrouver un aspect dramatique, et c'est quand même fou d'utiliser Lindsay Wagner pour ça. Et c'est très étonnant quand on la voit parce qu'elle a un vrai physique totalement à l'opposé de ce qu'on peut imaginer de la vie d'une femme de flic dans ce qu'elle est dépeint dans tous les autres films. Là, elle est très élégante, très élancée. Elle sort donc de Super Jamie, voilà, qui est une série qu'on connaît moins en France, mais qui est donc l'équivalent en gros de L'Homme qui avait 3 milliards pour les femmes. D'ailleurs, c'est une série dérivée de L'Homme qui avait 3 milliards. Elle est née en 77, cette série, et elle a eu 3 saisons. Donc en 81, elle est au sommet vraiment de sa gloire. Donc vous avez vraiment 3 têtes de gondole. Roger Hauer est inconnu à l'époque pour le public américain. Alors pourquoi ce film est très intéressant, Nicolas? On peut en parler avec Thomas, on l'a vu, parce que justement Stallone va s'adapter et il va prendre énormément, encore une fois, des risques. Il va se travestir dans ce film-là, il se travestit en femme, au moins une reprise. La deuxième, s'il y en a, en tout cas, on va pas vous le dire, parce que ça risque de vous cacher une scène de film. Alors, j'aurai peut-être au montage, mais en tout cas, il s'habille en femme, il retrouve un rôle de personnage qui refuse de tuer, qui est assez rigolo dans ce film-là. Il fait très attention au bien public, il a même des réticences à combattre un terroriste. Donc, il montre une forme de fragilité qui est à l'opposé de Rambo, qui va sortir l'année suivante, et évidemment à l'opposé du deuxième Rocky, qui est une figure victorieuse. Là, il retrouve un rôle de soudard, un peu malfamé. Il y a quelque chose déjà, une forme de retour aux sources qui est très important dans Les Faucons de la nuit, Nico. Ouais, moi je trouve que c'est un vrai rôle de composition, et quelque part, c'est pas très subtil. Je m'explique. Je trouve que ça fait encore une fois film à Oscar, où on sent le projet monté de A à Z. Et moi, quand j'ai vu ce film, je n'arrêtais pas de penser à Al Pacino. Je ne sais pas si vous avez eu cette sensation-là de faire un film comme Al Pacino le fait si bien dans ses films de gangsters, de mafia. Voilà, c'est pas un film qui est complètement innocent. On sent quelque part une espèce de commande. Et c'était un peu pareil pour Fist. Je vais vous montrer que je peux faire des beaux dialogues et que je peux faire des belles tirades à l'envolée. Ça, c'était Fist. Et je vais vous montrer que je peux dire des dialogues et que je peux les retenir. Quelque part, je suis pas si con que ça. Et ben là, c'est pareil. Je vais vous montrer que je peux faire des rôles de composition et des rôles intelligents, des rôles subtils, des rôles névrosés, des rôles
construit quoi, avec voilà, on résume toujours, on parle toujours de ce travestissement, mais voilà, où je me mets en danger, vous voyez les rôles où je m'investis à fond. Bon, alors moi le film, je l'aime beaucoup, mais j'ai toujours eu quand même cette sensation de me faire avoir un peu. Du coup, j'aimais bien le film. Autant que ça. Moi, j'aimais bien le film. Avec ce que tu me dis, du coup, ça m'embête. Mais c'est vrai qu'il y a le côté suiveur de Pacino avec Serpico, puisqu'il a la même barbe en plus. Donc, ce qui est très intéressant. Et Thomas, on peut le citer aussi, une permanente absolument incroyable dans ce film-là. Il est capillairement, c'est peut-être un de ses films les plus aventureux. Les plus fous. On sent bien que le budget lissage, sèche-cheveux, c'est vraiment très important dans la case. Il n'y avait pas le steam. Oui, voilà, c'est important ça. Ah non, mais c'est incroyable, et à tel point que on l'a regardé avec Marie il y a quelques jours. Pour se remettre un peu en mémoire, moi j'étais bien dans le film. Marie a dit non, moi je peux plus le voir avec ses souffles. C'est plus possible. Du coup, ça me sort du film. Alors évidemment, peut-être qu'à l'époque le style était plus commun, mais moi ce qui me fascine dans le film, c'est que ce qui fonctionne en fait, c'est que le choix des acteurs est excellent. Rutger Hauer, il est formidable, et que du coup c'est pas uniquement un film avec Stallone, c'est aussi un film avec un autre acteur qui lui donne la réplique de façon même sans parler assez violente. Il y a une scène dans la boîte de nuit où Stallone met une pression, il se regarde. Il y a juste un jeu de regard très très fort pendant au moins 15-20 secondes. On se rapproche un peu de ce que fait Tarantino avant. En disant, voilà, je vais installer une sorte de tension qui va être révélée par un accès de violence. C'est un film très animal, où il y a des rapports vraiment viscérales, très animaux, très animal, pardon, entre les comédiens. Et il y a une réplique qui est fascinante pour finir sur les Faucons de la nuit, j'allais dire les Guerriers de la nuit, parce que c'est la même ambiance, vraiment du New York, qu'on peut voir également dans Carpenter, New York 80. C'est vraiment un New York mal famé, hein. C'est pas le New York touristique qu'on connaît aujourd'hui. C'est Gotham, hein. Clairement, si vous voyez cette image-là, qui est très importante. Ce qu'on voit dans le début du dernier Batman, par exemple. C'est ça. Et moi, ce qui m'intéresse énormément dans ce film-là, c'est une réplique, mais également le jeu de Stallone, parce que là, il est en sous-jeu, il est en rétention absolue, puisqu'on le disait, il joue quelqu'un qui a fait le Vietnam, mais refuse, après le Vietnam, de tuer des innocents. Il y a une scène où il refuse de rentrer dans cette espèce de groupe qui va combattre le terroriste, donc incarné par Roger Hauer et qui arrive à New York, et il le dit au chef de section, il fait, moi j'ai pas envie de tuer des innocents, je me sens pas à l'aise avec ça. On pourrait rigoler, mais il est très convaincant, hein, dans ce rôle-là, et à un moment donné, le boss, il lui sort sa fiche, il fait, dis donc mec, Dicky Da Silva, parce que c'est son nom dans le film, il fait, écoute, j'ai vu ton dossier pendant le Vietnam, t'as tué 52 mecs. Et Stallone, il est très très bon maintenant. Il fait oui, mais c'était la guerre. Alors pourquoi c'est rigolo? Parce que cette réplique-là, c'est le film est 1 an avant John Rambo. Et donc on voit, à mon avis, évidemment c'est à mon avis, mais c'est très probable, c'est que Stallone a déjà l'idée d'adapter Rambo, on lui a déjà fourni le projet, il a déjà l'idée que quand on revient du Vietnam, il y a un tel refoulement qu'on n'a plus envie de toucher à de la violence. Donc il y a déjà, on voit un côté un peu méta dans ce film-là, qui prépare Rambo, et c'est pour ça que les Faucons de la nuit est un film qu'on vous recommande très vivement si vous êtes fan de Stallone et si vous voulez découvrir un peu d'autres choses, en tout cas. Tu disais sur ce personnage-là, c'est la même chose dans Voyage au bout de l'enfer, où quand on voit De Niro refuser de tirer sur le cerf quand il va à la chasse. Exactement. Et on voit à quel point Stallone également suit ces gars-là, suit les De Niro, les Pacino. Évidemment, très rapidement, il y a la frustration de pas être à leur niveau de comédie, de pouvoir exprimer autant de choses, ou une palette aussi large. Mais on voit à quel point l'intelligence de Stallone est présente ici, dans le sens où il capte vraiment le contexte. Il s'est parfois planté, mais il y a aussi beaucoup de belles réussites comme celui-ci, qui est une vraie série B. Bonjour, monsieur Davis. Je m'appelle Jack Carter, et moi, on me voit à Mirror Sport. Alors, dans cette partie-là, sur le polar, il y a un autre film qu'on peut citer, il y en a plein d'autres, hein. On peut citer les tentatives avec Driven, plus tard, notamment, mais il y en a d'autres avec Get Carter, notamment, qui est une adaptation d'un polar aussi très intéressant des années 70, avec Michael Caine. Get Carter est un film très pop sur cet aspect de polar. On va passer plus vite là-dessus ici, parce que là, c'est pas un film qu'on recommandera autant que Les Faucons de la nuit, mais on voit que Stallone cherche dans ce registre-là, dans ce genre, vraiment à se démarquer. C'est peut-être, moi aussi, une frustration de cinéphile que j'exprime ici aussi en votre compagnie, c'est qu'on voit également avec La Taverne de l'Enfer, donc Paradise Alley en anglais, qui est un film qui va lancer, qui va être dans cette période vraiment très importante,
il avait quelque chose d'important à faire dans le polar. Il l'a pas vraiment à fond creusé en tout cas, parce que on peut aussi citer Cobra dans les années 80, qui est devenu un vrai nanar et qui était vraiment pour le coup devenu un film très très singé et caricatural. Avec Les Faucons de la Nuit et ce qu'il exprime dans La Taverne de l'Enfer, où là il va jouer un des membres, je dirais, malfamé d'une fratrie de 3 éléments qui va lancer le grand frère costaud pour faire du catch et gagner de l'argent sur des paris véritablement borderline, on est encore du mauvais côté de la loi pour Stallone. On voit que dans ce film-là, en 78, juste 2 ans avant Les Guerriers de la Nuit, Stallone déjà continue à jouer ce personnage-là dans la zone de gris, mais du mauvais côté de la loi. C'est pas, on va faire un parallèle un petit peu tordu, c'est pas un Will Smith qui a toujours voulu jouer des gars gentils à l'écran. C'est que Stallone n'a pas hésité à jouer des enfoirés. Et dans La Taverne de l'Enfer, il joue vraiment un frère qui abuse de ses 2 autres frères, qui les tire vers le bas, qui les amène toujours du mauvais côté de la loi. Et ce film-là est également important parce que c'est la première bande-son de Bill Conti, une des grandes bandes-son de Bill Conti dans la carrière de Stallone. Cette partie polar, est-ce que je voulais vous questionner aussi là-dessus pour finir là-dessus avant qu'on attaque la dernière partie, est-ce que ça vous frustre pas de ne pas avoir vu plus ce Stallone dans des bons films policiers? Si, clairement, c'est dommage parce qu'on sent que si, comme tu disais, Nighthawk, ce film avait plus de succès, bien sûr, succès en termes d'entrée, on aurait eu une carrière vraiment différente. On sent qu'il a fait des tentatives et qu'à chaque fois, quelque part, le succès critique n'était pas, le succès critique était parfois là. En tout cas, le succès public n'était pas. Et même lui le dit souvent, il a toujours cherché, il a dit souvent, c'est mon dernier Rocky, c'est mon dernier Rambo, c'est fini. Mais malgré ça, toutes ces tentatives de polar ou de films un peu plus, on va dire, intelligents ont toujours malheureusement échoué. Il n'a pas eu cette carrière qu'il a cherché à avoir sur ce plan-là. Alors Nicolas, pour finir cette deuxième partie, évidemment, vous voyez, on va venir sur un rôle culte de Stallone dans la dernière partie de notre émission. Évidemment, on va parler d'un rôle qui est très important, qui va être Copeland, mais c'est vrai que Nicolas, on va potentiellement te lancer là-dessus, parce qu'on va de toute façon parler dans la troisième partie. C'est ce que j'allais dire, en fait, parce que pour moi, Copeland, c'est un polar. C'est peut-être pas aussi poisseux, aussi glauque que celui des années 70-80, mais pour le coup, on est vraiment dans une intrigue policière, avec des meurtres. Donc je pose la question, et je sais qu'on va en parler. Est-ce que c'est pas le meilleur polar qu'a fait Stallone? Attendez, excusez-moi, il ne m'a pas laissé le temps de lui demander ce qu'il... venir vous déranger, mais vous aviez raison. Ils ont essayé de le tuer, mais il s'est échappé. Vous comprenez, il se cache, il est terrorisé. Son oncle n'a eu qu'à passer un coup de fil pour faire classer l'affaire. Je suis vraiment désolé d'avoir mis si longtemps à venir. Vous aviez raison. J'étais aveugle, je voulais pas voir la vérité. J'étais coincé, vous comprenez, entre ma fille... On irait des serviettes en papier. Je fais quoi, moi? Vous voulez ça? Oui, je comprends pas. Vous êtes venu me voir, vous m'avez fait un tas de beaux discours sur ce qu'un vrai policier doit faire. C'est ce que je fais. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi vous jouez? Parler de Copeland en fin de deuxième partie tout à l'heure, vous avez écouté un extrait de la bande-annonce, on va tout de suite repartir avec Copeland parce que dans cette dernière partie de notre deuxième émission, l'idée c'est vraiment de chercher les autres rôles de loser magnifiques qu'il a fait, et les autres Rocky, les autres Rambo, évidemment les bons évidemment, pas les caricatures qu'ils sont devenus. Et Nicolas en parlait de Copeland, de ce film-là, qui est essentiel, il touche $60 000 de cachet pour ce film, pour Copeland, c'est-à-dire quasiment rien, même pas le budget touillette de Rambo. On rappelle que les cachets de Rocky au sommet de Rocky, décidément, de Sylvester Stallone au sommet de sa gloire, c'est plus de $10 millions par film. Il touche par exemple pour un film très limité comme Over the Top, qu'on évoquera dans la semaine prochaine, il touche $12 millions pour ce film-là. Donc c'est vous dire à quel point Copeland, qui a un de ses plus grands rôles, $60 000 pour un rôle vraiment important, parce que c'est un film qui reprend l'atmosphère, Nicolas, des années 70. Stallone va jouer un flic sourd, handicapé, un peu benet, dans une ville où
l'ensemble de l'élite politique et administrative est constitué de policiers et de policiers à la retraite. D'où le nom Copeland. C'est une ville où la police a un pouvoir considérable. Et lui, il va jouer le petit shérif qu'on a placé là. Le petit mec qui est là, qui fait pas d'histoire, qui va être confronté directement à une grande affaire un peu louche avec des ramifications de corruption au sein de la ville. Alors que va-t-il se passer? Est-ce qu'il va devenir un héros du peuple? Est-ce qu'il va être manipulé par ceux qui l'ont placé et qui l'ont fait? C'est toute l'histoire de Copeland et toute l'histoire de cette intégrité-là, où il revient encore une fois aux sources et il se met énormément en danger également ici. C'est devenu un rôle incroyablement poignant, Copeland, pour Stallone. C'est-à-dire qu'il va côtoyer deux acteurs scorsésiens qui sont avec été l'auteur de Niro. Donc il y a aussi un petit peu ce côté, ça y est, maintenant je passe dans le stade je joue vraiment. Là, Stallone, il prend du poids, puis il voit pas qu'il est un peu bénère, handicapé, qui se retrouve, qui n'est pas du tout considéré, qui est méprisé, on se moque de lui, on le méprise, on l'ignore, et en fait, on se retrouve pris dans un concours de circonstances où il va être un peu impensable. Et pour lui, c'est un vrai rôle de position dans le sens où il n'y a quasiment pas d'action. Et quand il y a une action, il la subit plus qu'autre chose. Et il a vraiment l'occasion de montrer que, alors encore une fois, il n'a pas non plus une palette d'expression très vaste, mais on sent que c'est un rôle construit pour lui, vraiment taillé pour lui. Et c'est vrai que Thomas avait parlé de Chao Pantin, on a vraiment la sensation que là c'est le Chao Pantin qu'il cherchait et qu'il réussit enfin, parce qu'il y a quelqu'un qui le dirige aussi. Et c'était toute la différence avec fils de Norman Jewison, ou même quelqu'un comme Norman Jewison avait du mal à contrôler Stallone après le succès de Rocky. Là, il fait confiance à un réalisateur, il lui livre beaucoup plus que ce qu'il a pu faire avec Norman Jewison. On peut citer À nous la victoire, parce qu'À nous la victoire a pu être aussi un grand rôle de loser magnifique pour Stallone. Nicolas, on va en parler parce que pourquoi ça marche pas À nous la victoire, à la différence de Copeland, c'est que Stallone fait confiance à son metteur en scène et lui donne tout. Il va loin. Il fait un vrai travail de comédien et non plus un travail de réalisateur et de producteur. À nous la victoire, on sait qu'il était incroyablement, pour le dire de manière triviale, emmerdant sur le tournage, et même une légende comme John Huston n'a pas réussi à le contrôler. Exactement, ouais, t'as quasiment tout dit. C'est vrai que sur À nous la victoire, on a le projet monté de A à Z pour faire un Oscar, et quelque part il a trop la grosse tête et il ne lâche pas le morceau. Il veut les meilleurs dialogues, il veut les meilleures scènes, il veut que le film tourne autour de lui, alors que c'est pas le cas normalement. Et donc là, on sent vraiment dans Copeland qui vraiment il fait confiance, il se lâche quoi, aussi bien sur le plan financier avec voilà, tu l'as dit, son cachet, mais vraiment il fait confiance totalement dans le projet et c'est là où c'est une réussite quoi. On sent qu'il cherche pas à se mettre en avant, il fait le taf et il le fait bien quoi. Alors À nous la victoire, évidemment, ce film aurait pu, on le dit, être légendaire, notamment parce qu'on y trouve Michael Caine, un film incroyable aujourd'hui qui vit plutôt bien, hein, film pour le coup. Mais on mesure, quand on voit À nous la victoire, on mesure que ça aurait pu être un équivalent de La Grande Évasion et que il y avait un petit bout de La Grande Évasion. Alors, évidemment, La Grande Évasion, c'est une légende absolue. À nous la victoire, on est très très loin, c'est une série B par rapport à ça. Mais on mesure quand même qu'il y avait la matière pour, en tout cas, se rapprocher de ces films légendaires. Mais Stallone est un acteur qui a un statut complètement différent qu'au moment de Copeland. Et évidemment, on s'ajoute totalement sur la légende de ce film-là. On reviendra évidemment sur Copeland, qui est un film vraiment essentiel dans la carrière de Stallone. Mais il en dit long, par contre, sur la capacité de Stallone à aller chercher des registres que, parfois, des gens ne faisaient plus. Quand il va faire À nous la victoire, la Seconde Guerre mondiale n'est plus vraiment à la mode. À tel point que je me pose aujourd'hui la question, on peut l'évoquer assez rapidement, est-ce que Stallone n'a pas loupé la Seconde Guerre mondiale? Il aurait pu, Brad Pitt, quand il fait Fury, en toute proportion gardée, il se réinvente, il fait pas le surjeu qu'il a pu faire dans d'autres rôles. Évidemment, Brad Pitt n'est pas le même comédien que Stallone, hein, c'est pas du tout ce qu'on suggère, mais Brad Pitt a pu faire des rôles très bons dans des films historiques et dans des films de guerre. Stallone, est-ce qu'il n'a pas loupé ça? Dans À nous la victoire, le problème c'est qu'il est totalement dans la surenchère. Je sais pas si tu te rappelles cette scène, il y a une scène complètement incroyable où en gros, c'est une sorte de ballon qui doit rentrer dans une cage de je suis pas très sportif, mais du coup il arrête ce ballon et la scène elle en est ridicule. Je sais pas si tu vois, il sautille comme un cabri, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et tu sens, on sent vraiment le discours du mec, la caméra va être sur moi pendant au moins 3-4 plans là, les gars. Et ça transparaît et c'est gênant. Alors pour être fan de foot, oui, c'est le pire penalty d'histoire, hein, c'est des Allemands nazis qui combattent des réfugiés des camps qui ont la chance d'avoir Pelé dans leur équipe. Donc c'est vrai que quand vous jouez au foot contre des nazis et que vous avez Pelé dans le camp de prisonniers,
Bon, je vous avoue, c'est plutôt cool. Ils auraient pu tomber, je sais pas moi, sur qui ils auraient pu tomber. Gignac. Ils auraient pu tomber sur le camp de Gignac. Ils sont tombés sur Appelé. C'est vraiment dégueulasse, c'est ce qu'on fait. Parce que Gignac est un grand joueur de foot. Mais c'est vrai que la façon dont il arrête le penalty montre à la fois qu'à l'époque, il connaît pas le football, il connaît certainement pas la mise en scène, et il a exigé de faire un plongeon spectaculaire très cinématographique, mais qui est à l'opposé de ce que font les gardiens, puisque, alors, Stallone est gardien dans le film, mais il l'attrape de manière complètement ridicule, ce qui décrédibilise complètement le film. Alors, je veux parler de ça parce que, également, Stallone a eu un rapport au film catastrophe qui l'a loupé, parce que dans les années 70, Stallone, il fait du Rocky, il fait des petits héros du peuple, et la mode des années 70, très millénariste dans le cinéma hollywoodien, elle est passée, il n'y a plus de film catastrophe. Et pourtant, Stallone, et c'est important aussi pour cette partie-là, il va faire un film catastrophe quand personne n'en fait. Quand tout le monde a décidé d'arrêter avec ça, il va faire Daylight. Reste là. Poussez-vous! Moi, ça compte pas, tirez-vous! Moi, ça compte pas. C'est le retour au film catastrophe quand Stallone fait un bon film catastrophe. Parce que moi, je défends Daylight depuis des années. Daylight a été un film qui a été un échec retentissant pour Stallone, a été un échec critique également. Pourtant, il raconte quelque chose qui est viscéral dans le film catastrophe et qui est intéressant. Vous avez toutes les scènes où vous allez avoir plusieurs personnages qui vont essayer de constituer un film choral, qui vont dans un tunnel. Le jour, il faut pas aller dans un tunnel, notamment celui de Manhattan. Donc, qui passe sous le fleuve à New York et qui va évidemment s'effondrer parce qu'il y a des mecs qui font une poursuite dans le tunnel à côté de produits chimiques. Et évidemment, ça c'est hyper dangereux. Ne le faites pas, les enfants. Ne faites pas ça à la table, les enfants. C'est hyper dangereux. Daylight est le modèle du film catastrophe avec une très jolie bande son, une très belle bande son que j'aime beaucoup, des très bons comédiens. Vous avez même Viggo Mortensen qui jouait dans ce film-là. Vous aviez Emil Brennan, pas longtemps. Thomas est en train de spoiler. Et vous avez mis Amy Brenneman, par exemple, qui joue dedans. Vous avez beaucoup de vraies tronches de cinéma qui jouent dans ce film-là, mais c'est également peut-être une frustration de Stallone d'avoir loupé le wagon du film catastrophe. On est plusieurs à avoir vu Daylight parce que c'est un film qui est plus récent. Moi, je voulais savoir déjà ce que vous en pensez et est-ce que vous avez ce regard-là sur ce film-là? Moi, j'ai trouvé un nouveau Stallone avec ce film et quelques autres, parce que c'est pas le seul. Un Stallone plus technicien sur le plan de l'action, c'est-à-dire là, on va vraiment une autre carrière qui se dessine, et je mets dedans les Expendables, c'est-à-dire de l'efficacité dans les films d'action et donc dans les films catastrophes. Et je trouve que c'est un des premiers où vraiment on prend son seau de popcorn, on éteint son cerveau et on passe un très bon moment avec un film très efficace. Alors avec La Toura, oui, mais c'est pareil. Thomas, avec Monsieur La Toura, est-ce que t'as passé un moment long? Oui. Non, mais c'est le nom de Stallone dans le film. C'est l'idée même de reprendre tout ce qui avait fait des catastrophes comme Airport, ce genre de film, la Tour Infernale, avec un gars qui est un peu laissé de côté parce que il a pris des mauvaises décisions dans des affaires précédentes et qui se retrouve au mauvais endroit au même moment et qui est le seul à pouvoir évidemment avoir le bagage technique, l'intelligence de l'action, comme tu dis, et l'intelligence même des compétences pour sortir les gens de là, quoi. C'est même scénario Cliffhanger, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, Cliffhanger, c'est la même chose. C'est pareil, hein. Et c'est Loser magnifique, parce que là, on parle de Daylight, mais Cliffhanger et Demolition Man, c'est la même chose. Il joue un loser, vraiment, pour le coup, qui va le comprendre. Ouais, non, il y a peut-être on va en parler s'il y a débat, mais c'est vrai que dans Cliffhanger, dans Daylight, c'est quelqu'un qui a raté, qui a loupé, hein. C'est pas un spoil de dire que dans la scène de Cliffhanger, bon, il échoue à sauver une femme dès la scène d'ouverture, et il doit passer par une forme de rédemption. Demolition Man, voilà, on est, grosso modo, dans quelque chose qui peut reprendre des éléments de ça, Nicolas. Bah oui, c'est un gros loser, il sait même pas tirer la chasse. Voilà, c'est ça. Il s'est pas servi de coquillage. C'est exactement ça. Pour être plus sérieux, mais c'est tout à fait raison, c'est que il a encore une fois, il a un personnage qui a des failles, qui a eu des faiblesses, et qui se retrouve, confronté à une situation où cette fois-ci, il est plus fort, quoi. Faut réussir. Et puis même la leçon dans Demolition Man qui est plutôt géniale, c'est de se dire qu'on arrête la violence. Le propos du film, c'est ça, c'est de se dire que la fin des années 90, l'Amérique est trop violente. Il faut trouver une solution pour que ça s'arrête.
Voilà, il y a une nouvelle société qui se met en place, très une sorte de fascisme blanc pour le coup. C'est-à-dire que tout le monde a accepté que la violence ça ne servait à rien, on ne pouvait pas résoudre ça. Et quand il y a un événement violent qui survient dans cette société-là, on se rend compte que la seule solution finalement c'est la violence, puisque c'est Stallone qui nettoie l'ingérence ultra-violence dans cette société-là. Donc c'est pas si blanc-noir qu'on pourrait le penser. Alors Nicolas, on va te lancer là-dessus, mais c'est vrai que dans Demolition Man, il est tellement loser qu'on décide de le congeler avec le méchant qui le poursuivait, parce que lui-même, en essayant de rétablir la loi, provoque plus de morts que s'il n'avait rien fait. Donc c'est quand même c'est assez désespérant pour un héros finalement. Et surtout que pour être d'accord avec ce que disait Thomas, je voulais quand même nuancer, parce que n'oublions pas qu'à la même époque, en 95, 97, je sais plus, Stallone fait aussi Judge Dredd. Oui. Et là, pour le coup, la légitimité de la violence, excusez-moi, on revoit la copie quand même. Judge Dredd, on en parle la semaine prochaine parce qu'on va parler des gros échecs de Stallone qui sont devenus caricaturaux. Et c'est vrai que celui-ci est véritablement quelque chose qui a été un vrai coup d'épée dans l'eau. Là, c'est vrai qu'on se concentre cette semaine sur des films qu'on peut sauver pour certains. Alors, je parle pas pour Demolition Man qui est un très bon film, mais qui est pas au niveau de ce qu'il aurait pu être. Il avait encore une étape pour devenir encore meilleur que ça. C'est un très bon film, hein. Mais on sent qu'il y avait encore d'autres choses qui auraient pu l'aider peut-être à franchir un plafond de fond d'air. Même si c'est un très bon film de Stallone, il y a quand même un manque de moyens qui se voit quand même à l'écran. Mais c'est vrai pour le coup, ici on voit quand même que Stallone, quand il assume ce côté de perdant et qu'il arrive à le mettre en scène, ça fait des très bons films. Cliffhanger est aujourd'hui un très bon film d'action. Il va d'ailleurs avoir un remake, hein, il va y avoir une suite qui va être réalisée dans quelques mois. Voilà, une suite qui va être réalisée dans quelques mois. Parce que Stallone, comme tout le monde, il réutilise ses vieilles casseroles, il n'ose pas les jeter. Et on voit qu'en tout cas que ces personnages-là, qui sont pas des Rambo, qui sont pas des Rocky, qui ont des failles et qui passent par des périodes de rédemption, c'est aussi une façon à Stallone de dire, en quelque sorte, il disait là déjà au revoir à ses premiers personnages. Il osait déjà dire au revoir à ce que devenait Rocky Rambo, parce qu'un des écueils de sa carrière, et puis pour cette dernière partie, on peut peut-être finir là-dessus, c'est qu'il n'a pas réussi à dire au revoir à Rambo et Rocky de manière correcte, dans un sens. Alors que les autres héros, là, les losers dont on parle, de Daylight et Cliffhanger, ce sont des beaux personnages, parce qu'il les a pas surexploités. Enfin, ça aurait été difficile de les surexploiter aussi. Non, mais je t'en prie, Juliette, est-ce que si tu penses que Cliffhanger, il aurait pu le surexploiter, il aurait pu peut-être faire des suites, hein, ça a été possible de faire une série de sauvetage, puis qu'il va y avoir d'autres films. Donc, oui, comme remarque, il y a bien un Meg 2, donc. Non, mais Demolition Man 2, c'était aussi possible de le faire, de continuer à le faire vivre. D'ailleurs, pas vraiment, puisqu'ils ont cassé la société qui est. Oui, mais ce que je veux dire, bien sûr, ils cassent cette société qui est mise en place, mais il reste quand même le trublion dans une société qui est pas habituée à voir ça. Donc tu peux continuer même quitte à faire une série, quoi. Ça, c'est Netflix, je suis sûr qu'il y a toujours un gars dans un tiroir qui me dit, attends, dès que je peux signer un contrat là-dessus, je le fais. Exactement, ouais. Je sais pas, les Nicolas, là-dessus, est-ce que ces héros-là qu'on a évoqués pour finir cette deuxième émission, le fait qu'ils n'aient été utilisés qu'une seule fois et mis en scène qu'une fois, est-ce que c'est aussi un moyen de les voir de manière pas déformée jusqu'à l'excès comme on peut être Rocky et Rambo? Est-ce qu'on les avait vraiment vus qu'une seule fois, du coup? Oui. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Est-ce que c'est pas finalement le même personnage qu'on voit d'un film à l'autre, un film de Stallone à l'autre? C'est comme les films avec The Rock aujourd'hui, quoi. C'est toujours le même si c'est pas le même film, c'est toujours le même personnage qu'on met dans une autre situation et puis qui fait la même chose et voilà. D'accord. Et tu parlais la semaine dernière de Belmondo, dans les 80, c'était un peu ça aussi. Oui, le Belmondo, le Stallone qui sortait tous les ans, qu'il fallait aller voir de manière quasi répétitive. Mais c'est vrai que oui, en effet, on comprend ça tout à fait. Alors, voilà, en tout cas, l'idée, c'est que, Nico, je t'en prie, si tu veux le mot de la fin pour la deuxième émission. Oui, moi, je ferais bien un parallèle à ce moment-là. On est en train de parler des actionneurs des années 80, 90. À la différence de ces deux copains, qui sont peut-être devenus Schwarzenegger et Bruce Willis. Oh, ils ont jamais été nuls. C'est à ce moment-là qu'il faut faire le parallèle avec eux. Ces gars-là, Schwarzenegger, Bruce Willis, ont réussi à tourner avec des John McTiernan, avec on va dire des noms un peu plus costauds du film d'action, un peu plus arty. Et Stallone n'a jamais eu ces films-là.
Stallone n'a jamais eu son Predator, n'a jamais eu son Last Action Hero, n'a jamais eu son Sixième Sens, où un chien malade vient le prendre par la main. Enfin, vous voyez ce que j'ai compris, un chien malade. Oui, moi aussi. J'ai compris, un chien malade. C'est chien malade. Non. Michael Knight, chien malade. Il est très très canin, hein, quelque part. Et je lui fais des canins. Voilà, c'est... Mais il y a pas une histoire de physique aussi, enfin parce que bon, Schwarzenegger lui il est over, on va dire quoi, voilà. Et Bruce Willis il a un peu un physique passe-partout et il est chaud. Et Stallone enfin je sais pas, il est taillé mais sans être trop, sans voilà, je sais pas si ça joue, mais c'est vrai que je pense, enfin c'est difficile des fois de l'imaginer dans certains rôles ou. Ouais, mais il n'y a pas une palette de jeux beaucoup plus large chez Bruce Willis que Schwarzenegger quand même. Et ils ont quand même fait des films qui sont plus intéressants. Pour le Sixième Sens, il n'a pas eu son Sixième Sens. Il n'a pas eu son film comme ça avec toute une palette d'interprétation. Mais Bruce Willis n'a pas eu son Copland non plus. C'est vrai qu'on a parlé de Bruce Willis, on avait fait des émissions sur lui, et c'est vrai que l'équivalent de Copland pour Bruce Willis, il les a tentés, Bruce Willis, mais il les a un peu ratés, ça serait un peu les... Il y a que Pulp Fiction. Il y a Pulp Fiction à la rigueur qui pourrait y aller. Mais si on prend... Voilà. Premier rôle. Mais non, c'est vrai que l'idée c'est que Stallone, il y a aussi une part de réussite là-dedans. Quand on prend Schwarzenegger, il a quasiment réussi tous les projets qu'il a entrepris. Il y a quand même très très peu de films ratés ou de projets vraiment qui sont partis à l'as. En tout cas, il y a moins de scories qu'en dans le carrière de Stallone où il a tenté plus de choses en tout cas, et parfois de manière un peu boulimique. Il y a cette boulimie de cinéma chez Stallone qui n'était pas l'équivalent de chez Bruce Willis et Schwarzenegger, parce que Schwarzenegger il gagne son premier $1 million dans l'immobilier, il vit pas pareil pour le cinéma, il aurait pu s'en passer beaucoup plus que Stallone, qui est une vraie créature hollywoodienne, au bon sens du terme, mais qui a été dans énormément de registres, la comédie, on en parlera la semaine prochaine, parce que c'est souvent concernant malheureusement chez Stallone, et il y a eu ces tentatives-là. En tout cas, c'est une belle ouverture pour cette deuxième émission, et pour continuer à parler de Stallone la semaine prochaine, où vous allez découvrir la partie actu dans quelques minutes, justement, on parlait tout à l'heure, un gros mégalodon qui va être évoqué, un film de l'été qui a été présent. On va vous en parler évidemment, et également un petit quiz juste après ça. L'arbitre vient de siffler une faute. Le numéro 4 allemand est tombé à terre sur une faute de Ray. L'heure tourne. Penalty en faveur des Allemands. Quel dommage de l'être réduit. Il a glissé, c'est pas un penalty enfin. Et vous l'avez vu, il a glissé. Et non, c'est pas une faute. Le quiz cette semaine, on vous l'avait dit la semaine dernière, on a éliminé les Nicolas qui ne sont pas assez bons pour faire les quiz avec nous. Donc on va enregistrer ce quiz avec Juliette et Thomas. Donc la semaine dernière j'ai perdu, donc en toute logique je vais finir tout seul pour faire les quiz. Voilà, donc je me suis mis à poser des questions cette semaine et je vous ai concocté un quiz cette semaine, puis vous en aurez un autre également la semaine prochaine. Je vais commencer par les citations, puisqu'on aime bien. Vous me dites si c'est une citation de Stallone ou pas une citation de Stallone, un vrai faux. Évidemment le premier ou la première qui dégaine. Est-ce que c'est vrai ou faux Oui. Vrai ou faux, vous me dites si c'est Stallone qui a dit ça. Dans le monde où nous vivons, il n'y a pas de place pour les faibles. Faux. C'est vrai, c'est Stallone qui l'a dit. Donc là, il n'y a pas de points qui sont pris. Moi, je compte que quand c'est bon. Allez, donc tu t'es trompé, donc je mets le point à Thomas, 1-0. Attention, ma femme est unique et j'espère qu'elle va le rester longtemps. Faux. Ah, c'est vrai, c'était vrai. Ça fait super comme vous comptez c'est la reine du ketchup, non? C'est ça? Il y en a eu plusieurs. Donc ça, c'est la deuxième. Deuxième point pour Thomas. Je suis un revenant qui revient. Faux. Et oui, effectivement, il l'a pas dit. Donc, Juliette, tu reviens, effectivement. C'est une regrettable erreur. Faux. Et évidemment, il l'a pas dit. C'est une monumentale erreur. Et c'est dans Judge Dredd et c'était une réplique. Je continue. Le silence est d'or. Le silence est d'or. Alors je me tais. Faux. Et oui, en effet, Juliette, tu prends la tête puisque c'est MC Solar qui a dit ça. Non. Continue avec les citations sur Stallone. Je gagne ma vie avec mon intelligence. Ah, c'est vrai. Ça, il l'a dit. Et là, on dit, je vous laisse une dernière, parce que, allez, deux dernières. Est-ce qu'il a dit, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde? Non, c'est faux. Et ouais, c'était Oscar Wilde. Donc Thomas mène d'une courte tête. Une petite dernière. Est-ce qu'il a dit, dans plein de films. Eh non, c'était Chewbacca qui avait dit ça. Tu me fais trop mal, Chewbacca. Tu t'es trompé, Juliette. Est-ce que tu vas te rattraper avec cette dernière citation, parce que Thomas mène de 2 points. Lorsque j'ai préparé Rambo, j'ai pensé à Shakespeare. Vas-y, dis que c'est vrai. Pourquoi il faut que ce soit moi qui dise quelque chose à chaque fois que je me plante? Et il l'a vraiment dit, effectivement. Voilà. Thomas mène 6-3. Allez, je vous propose dans la deuxième épreuve de ce quiz de Stallone, deuxième épreuve, un film où il
Et vous me citez un film de Stallone où il fait ce que je vous annonce, directement. Attention, un film de Stallone où il crie. Cliffhanger. Rambo, c'est bon. Thomas prend le point. Cliffhanger était bon, il a dit Rambo juste avant. Attention, un film où il tue. Cliffhanger. Non, il tue pas. Si, il doit faire exploser des gens et tout ça, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais Cliffhanger, c'est en montagne. Ah, bah si, tu l'as pas au début. Attends. Alors non, mais c'est un accident, mais il tue. Non, il la tue pas, il la lâche sans faire exprès, c'est un accident. Et après, il tue des méchants. quand même. Après, il tue des méchants. On va laisser cette pauvre femme qui déjà tombe des montagnes. Quand même, tu renverses quelqu'un en voiture. Non. C'est un accident, mais après, il tue des méchants. Donc, on va laisser celle qui tombe dans la scène d'ouverture. Ouais, enfin, j'ai bon quand même. Voilà. Attention, un film où il est stylé. Cliffhanger. Non. Moi aussi, il est stylé. Pas du tout stylé. Tango et Cash. Tango et Cash, ça passe. Donc là, tu reviens à 7 points à 5. 5 pour toi, 7 pour Thomas. Attention, un film où il porte des lunettes. Tango et Cash. Je savais qu'elle allait égaliser. Et un petit dernier pour voir si tu égalises. Un film où il réfléchit. Ah si, Demolition Man, parce que pour avoir du PQ, il est obligé de dire plein de gros mots. C'est bon. Et tu égalises juste avant la dernière. Alors, surtout dans Demolition Man, il se regarde dans le miroir. Il réfléchit donc. Attention, pour cette dernière épreuve du quiz cette semaine, moi ce que je vous propose directement, donc le quiz de Stallone, c'est l'épreuve finale, vous êtes à égalité 7 partout. C'est film en VO, je vous donne le titre du film français, et vous me donnez son titre en VO, en version originale. Et ça, c'est chaud, c'est pour ça que je vous ai mis des points différents. Et là, pour un point, Tango et Cash. Tango et Cash. Oui, donc un point pour Juliette, c'est Tango et Cash en version originale également, donc 8-7. Attention, haute sécurité en 1989. Parfois, vous ne trouverez pas, c'est pas facile. Haute sécurité. Ah, en anglais? Oui. High security. Eh non. Juliette, tu veux tenter ta chance? Est-ce que je perds un point si je tente? Non, tu peux tenter ta chance, vas-y. Si tu dis Rambo, c'est pas ça. Clairement, c'est pas ça. Bah, je sais pas, non. C'était Lock Up en 1989, enfermé, tout simplement. Mais c'est quoi comme film? Haute sécurité, c'est un film qu'il a essayé de faire, un film de prison qu'on n'a pas forcément cité dans le filmo cette semaine, mais qui est un film voilà qui était pas aussi intéressant en tout cas en termes de matière que ceux qu'on a pu utiliser dans le déroulé de l'émission. Attention pour un point, Rambo 3. Ouais, il a un sous-titre quoi. Ah oui, il a un sous-titre, oui, effectivement, il y a un sous-titre. Rambo 2, c'est la mission. C'est pas First Blood plutôt? Non, First Blood c'est le premier, Rambo 2 c'est la mission, et Rambo 3 c'est... J'ai aucune idée. Bah, Rambo 3 c'était Rambo 3. Ah, merde. Voilà. Donc Juliette met toujours d'une courte tête. Je continue pour 3 points, Death Race 2000. Ah, la course à la mort. Ouais, mais faut dire le titre en Le VO. le titre complet en français s'il vous plaît. La course à la mort. De l'an 2000. De l'an 2000, 3 points pour Thomas. Effectivement. On est sur du 11-8 là. Du 18 pardon, 2 points d'avance pour Thomas. Allez, toujours pour 3 points, Paradise Alley. Bah, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, c'est pour ça qu'il faut écouter les émissions. Vous y jouez également. Pardon, 78. La taverne de l'enfer. Ah oui, et la taverne de l'enfer, Thomas Mendo, 5 points désormais. C'est pour ça qu'on va voir si tu es balèze. Attention, Rocky 2, la revanche. Je le veux en anglais. Le titre anglais de Rocky 2, la revanche. Pour 2 points. Rocky 2. Et c'est Rocky 2. Voilà. Bien joué. Et pour un c'est point. pas The Second. Et pour un point, et je finis ce quiz de cette semaine. Expendables unité spéciale, je le veux en anglais. The Expendables. Exactement, Juliette sauve l'honneur, mais c'est Thomas qui remporte encore le quiz cette semaine. Moi j'aurais sauvé quelqu'un. Voilà. On va essayer de le massacrer pour la semaine prochaine. Tout de suite, vous retrouvez la partie actu cette semaine. On va directement parler dans cette deuxième émission de quelque chose d'assez important, puisqu'il s'agit d'un film qui a marqué l'été, qu'aurait pu incarner Stallone, pourtant c'est un de ses compagnons dans The Expendables. On va vous parler dans nos très troubles The Meg, juste après pour cette partie actu. Voilà, juste après ce quiz. Jonas, on a besoin de toi. On détecte une suractivité aquatique à 8000 mètres de profondeur dans la fosse. C'est un écosystème ancien et inexploré. Ce qui se trouve là au fond tente de remonter à la surface. C'était une mauvaise idée. Et si on allait dans un sous-marin pour faire la critique de The Meg? Vous voulez pas? Tant pis, on y va quand même, on était déjà sur place. On nous traite tout sur une partie avec tout cette semaine, et pourtant on en parle parce que le film qui s'appelait The Meg, qui était traduit en nous trouble pour le premier, a eu un deuxième numéro pendant l'été. Alors pourquoi on en parle dans cette partie actualité? Parce que on est comme ça, cette saison, vous aurez toujours votre quiz, vous aurez une petite partie avec lui parce que c'est rapidité, une émission thématique, ça restera une émission thématique cette saison. Il y a toujours des films dans l'actualité qui nous interpellent, et cette idée,
en nos troubles, en nos traitements en tout cas, nous a vraiment marqué. Une finalité claire comme le reproche, et je cite la remarque, je trouve que c'est une très belle critique. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans nos traits troubles, Thomas? En nos traits troubles, c'est la suite de en nos troubles. Vous avez compris, on attend le troisième en nos très troubles, ça j'espère. C'est pour un qu'on entend les sourds. Oui, voilà, c'est ça. En nos très troubles, on imagine la vie, ils ont fait là, ça finit avec un autre groupie. Voilà. Et alors, rapidement sur le premier, on trouve que c'est un film qui est à caricature Les Dents de la Mer. C'est-à-dire, c'est Les Dents de la Mer, mais en beaucoup plus gros. C'est-à-dire qu'on fait sortir un mégalodon, qui est une espèce de requin préhistorique géant. Donc, 10 fois, 15 fois, 20 fois plus gros qu'une baleine. Ce genre de choses. Donc, on voit bien le danger. Faut passer un bouger. C'est vraiment le requin qui mange directement les bateaux en dessous. Voilà. Mais pas du chien. Voilà, c'est ça, exactement. L'honneur est sauf, indépendance d'elle, pour ceux qui n'ont plus l'indépendance d'elle, voilà, le chien est sauf, pareil ici. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire dans une suite? Et là, on met plus de mecs, ils sont plus gros, on rajoute des dinosaures, des pieuvres géantes. Et voilà. Alors, effectivement, là où le premier mec avait peut-être une forme de surprise, mais on pouvait dire que ça fonctionnait à peu près si on était dans le bon second degré. Là, comme il faut faire toujours plus, il faut trouver des choses encore plus extraordinaires. Et là, c'est compliqué. On sent que le film s'étire en longueur. Il y a beaucoup de scènes qui sont totalement incohérentes, qui sont une redite du premier. En fait, le premier, on ne prend pas le test, donc du coup, on se dit, je pose mon cerveau, puis je kiffe, alors que là... Et là, même si on pose le cerveau à côté... Ils ont voulu faire trop. C'est la légende un peu. Alors, je peux évidemment pas vous conseiller d'y aller. Sincèrement, je ne peux pas vous conseiller d'y aller. Même dans un mode de second degré et de rigolard, à part si effectivement c'est la canicule, puisque dans un ciné il y a la clim, c'est le seul moment où on peut y aller. Alors, un petit truc sympa à remarquer, c'est que c'est effectivement produit par des firmes chinoises. Donc il y a une mise en avant d'acteurs asiatiques. Non, mais une mise en avant d'acteurs asiatiques, là, beaucoup plus positif. C'est-à-dire que, pour le coup, l'acteur asiatique, il s'en sort. Ouais, c'est pas un spoiler de fou, il s'en sort. Et il y a quelques petits éléments visuels qui pour le public occidental, paraissent un peu incongrus. Alors que pour il y a un petit aspect comique, visuel, très très marqué du cinéma asiatique. Il y a aussi des cascades proches de ce que font le cinéma asiatique avec des câbles tirés, ce qui n'est pas du tout l'habitude du cinéma occidental. Donc, quand on voit ça comme ça, on peut trouver ça étonnant que ça arrive sur un blockbuster. Bon, ça ne va pas révolutionner le genre. Cet été, il y avait des films beaucoup plus intéressants, même si qualitativement ils n'étaient pas si importants. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé spécialement de Barbie. En plus, c'est une émission Stallone, donc on parle de semi-nanar et de films pour lesquels on peut se mettre un peu en retrait. Voilà. Alors je citerai Mario Scola, parce que quand on citera des mauvais films ou des films qui n'ont pas marché, on va partir avec lui, on citera quand même Chris Parnell, il y en a des très drôles. Alors aussi, des étoiles sur 5 sur le site d'Allociné. Ça, c'est important. Elle a tellement de questions. Est-ce que Lee Sedon, est-ce que vous spoilez le film tellement il est rempli d'incohérences, mais quand même, on sait quelques-unes. Elle nous dit qu'ils ont réussi à faire rentrer une ligne de 14 ans pour sauver un Yorkshire. Ils ont réussi à faire une pieuvre géante. Elle a cru qu'ils allaient faire un Jack Sparrow, une pieuvre géante, mais ce qui me fait rire, elle dit, elle parle de Jason, parce que évidemment c'est un proche, il a fondu un monde de je ne sais pas combien de kilos, je ne sais pas combien de kilos, sur un ponton au grand de l'eau. C'est vrai que c'est un peu choquant en termes de profondeur. On le voit dans la bande. Et voilà. Et ça, c'est un petit peu quelque chose de surprenant, on va dire, pour ce film-là. En nous très trouble, c'est quoi qu'on en dise, ça sera un des films éléments de ces années. Et c'est important quand même de rouler de temps en temps. Il y a des films comme ça qui sont en 5 ans.
Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Je vais souffrir partir. La semaine dernière, on était avec Indiana Jones. Cette semaine, on avait commencé à trop. La semaine prochaine, on est toujours dans un univers pop, mais un univers pop de jeux vidéo. Pourquoi vous avez fait chez Graffiti? Non, pourquoi vous faites ça? James Mangold, il va faire un biopic sur Gengis Khan. Oh non. Alors, ce serait génial, James Mangold. Je l'enregistre. Voilà. Gengis Khan, James Mangold, tout ça. Et ça, je l'ai enregistré. C'était terrible. On est pas bien.